dénoncer mon voisin. Donc ça a plutôt raté. Qu'est-ce qu'il y avait avant, disons, en l'Occident du monde, mais aussi imité sous des formes extrêmement différentes dans le reste du monde. Il y avait ce qu'on a appelé le Fordisme, c'est-à-dire une forme de capitalisme très régulé par l'État. L'État, aux États-Unis, comme en France, comme en Scandinavie, comme en Allemagne, comme au Japon, planifié sectoriel, fixait des règles mobiles de répartition de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits, fixait des normes de temps de travail de façon à ce que les gains de productivité, ce qu'on appelait à l'époque le progrès, soient redistribués de telle façon que ça augmente le pouvoir d'achat général et de ce fait, ça va se tourner la machine économique. C'est pour ça qu'on l'appelle Fordisme d'ailleurs, en l'honneur de son inventeur, pas réel, son plus symbolique représentant, le fabricant d'automobiles Henry Ford, qui disait la meilleure solution pour vendre les voitures, c'est que les ouvriers deviennent riches. Donc ce modèle-là, qui a permis la formidable croissance des années 1945 à 1980, a commencé à se déliter, notamment pourquoi par l'apparition de ce que j'ai appelé à l'époque soit la taylorisation ordinaire, soit le Fordisme périphérique, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait produire dans les pays pauvres et vendre dans les pays riches. Alors cette idée-là, évidemment, je ne vais pas développer, puisque ça a été fait par mon voisin, mais cette idée-là, tout de suite, on voyait que, premièrement, ça allait détruire le Fordisme, puisque ça allait généraliser un monde où l'État n'avait plus les moyens de réguler. On allait vers un dumping généralisé. Chaque pays cherchant à attirer les entreprises par toutes les formes de dumping qui viennent d'être analysées, et que, en tout état de cause, ça allait rendre instable le Fordisme, même central, ça allait achever, je dis bien achever parce que c'est pas la seule cause, ça allait achever de le déstabiliser et on allait passer à un autre modèle. Deuxième chose que je disais à ce moment-là, c'est que ça pouvait quand même marcher pour certains pays. Ça redonnait l'initiative à l'État-nation dans les pays dominés. Par rapport au structuralisme qui m'avait été enseigné et qui se vérifiait plus ou moins dans les années 50, 60, 70, les théoriciens latino-américains disaient que ça ne pouvait pas arriver qu'un pays dominé s'industrialise. Ou alors il y avait une volonté politique formidable, mettre des barrières douanières infranchissables. En gros, le rapport d'Orsu, le rapport dominant-dominé, était, on ne pouvait pas en sortir. Alors, l'expérience a montré que ces deux diagnostics étaient justes, c'est-à-dire que, oui, le système s'est effondré, évolué vers un nouveau modèle, qu'on appelle, je dirais pourquoi, libéral productiviste, le Fordisme a disparu en quelques années, enfin une dizaine d'années. Pratiquement, il a été balayé en Angleterre, puis aux États-Unis. Il en reste encore quelques éléments bien adaptés en Scandinavie, en Allemagne, peut-être un peu dans le nord de l'Italie. Mais globalement, il s'est effondré, il a été remplacé par autre chose. Et oui, certains pays du tiers-monde s'en sont tirés. S'en sont tirés de façon extraordinaire. La Finlande, puis la Corée, puis Taïwan, puis une série de pays ont réussi à rattraper et dépasser les pays capitalistes avancés comme la Grande-Bretagne, du point de vue de la qualification technologique. Vous avez tous entre les mains des machines de ce genre. Il n'y a pratiquement plus aucun pays européen qui est capable de produire. Ils sont tous produits soit au Japon, soit en Corée. Bon. Donc la possibilité à l'intérieur du modèle global libéral productiviste pour des pays qui voulaient s'insérer dans l'économie mondiale et qui y mettaient les moyens,
elle s'est réalisée. Alors ça n'a pas été le cas de la Tunisie. Alors c'est assez curieux de comprendre pourquoi. Je crois que ça vient d'être dit. Si on regarde la Corée, tout simplement, si vous voulez sortir d'un système où, si vous voulez sortir d'un modèle entièrement fondé sur le bas salaire de vos travailleurs, en Corée, il n'y a pas de ligne, il y a vraiment que des travailleurs pauvres, surtout les femmes, les femmes. Si vous voulez vraiment vous en sortir, il n'y a qu'une seule solution, mais elle est doublement exigeante. La qualification des travailleurs, ça la Tunisie l'a fait, mais aussi une organisation planifiée de la montée dans les spécialisations et la reconquête des sources, des lieux de décision technologique et en matière de forme, c'est-à-dire capable de dicter aussi la mode, qui permet de valoriser dans des produits qu'on pourra vendre dans le monde entier à un prix élevé le travail de ces salariés de plus en plus qualifiés. Cette stratégie ascendante de la Corée n'a pas eu lieu ici, bien que la Tunisie, il faut le reconnaître, a joué la carte de la formation professionnelle, etc., mais elle n'a pas été capable de faire de ces étudiants qualifiés des travailleurs de son industrie exportatrice ou de ses activités exportatrices, ou pas forcément matérielles. D'autres pays, comme certaines régions de l'Inde, ont été capables de devenir un énorme exportateur de logiciels. Pratiquement, l'Inde a réalisé pour le monde entier l'adaptation de tous les ordinateurs face au web de l'an 2000. Ça a été une tâche sur laquelle ils ont réussi à se spécialiser et à développer tout un secteur extrêmement puissant de l'industrie informatique. Alors, cette capacité demandait quelque chose de plus que la formation par les universités. Ça demandait la planification, tout simplement. C'est pas vraiment, on va faire ça, et pour ça, on va mettre des crédits à telle et telle entreprise, on va aider le secteur industriel plutôt que le secteur financier, etc. Bon, la crise de ce modèle est maintenant présente à l'échelle globale. C'est-à-dire un modèle où, en gros, le dumping généralisé permet à certaines niches dans certains pays réussis, au prix de la destruction de l'emploi et du pouvoir d'achat, parce que partout dans le reste du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est fondé? Alors, d'abord, parce que c'est un système libéral. Pratiquement, la crise que nous connaissons actuelle est la duplication aggravée de la crise des années 1930. C'est exactement la même du point de vue macroéconomique. Vous avez une situation où, du fait du libéralisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles dans la répartition des capital-travail, du fait du libéralisme, tous les gains de productivité se transforment en profit. Ces profits s'évaporent, se répartissent, etc., entre profits industriels, profits financiers ou fonciers. Capitalisation dans la rente et je parle de prix hausse des prix des terrains. À un certain moment, vous pouvez toujours produire plus, vous n'aurez pas de clients. À ce moment-là, tout s'effondre. C'est la crise de 1930. D'une certaine façon, la crise de 2008 représente à peu près la même chose. Et on est toujours dedans. Mais il y a une différence fondamentale avec la crise de 1930, c'est que c'est aussi la crise du productivisme. Le modèle que nous avons connu dans les années 1980 à 2008, les 28 ans qui ont vu la formidable expansion de certains pays du tiers-monde, l'arrivée de la Chine, de l'Inde, le retour de la Chine, de l'Inde au centre du monde, et le développement extraordinaire de certains pays du tiers-monde comme le Vietnam, ou même, d'une certaine façon, du Zimbabwe, qui est connu dans les champs textiles, ont permis toute autre géographie mondiale, mais exactement comme avait dit la Gandhi, ils l'ont fait avec des pays trop grands dans un monde devenu trop petit. Gandhi disait, on a pu réaliser le développement, l'Angleterre a pu se développer au XIXe siècle parce que c'était une île minuscule. Mais si la Chine, si l'Inde, et si d'autres grands morceaux du monde adoptent le même modèle de développement, eh bien en quelques années, ils anéantiront les ressources humaines et les ressources de la nature au profit de l'humanité,
comme disait Gandhi, une nuée de sauterelles. Alors cet effet nuée de sauterelles, c'est exactement celui qu'on connaît en 2008, ou plutôt dans les années qui précèdent 2008. Il faut toujours avoir en tête que la crise écologique précède la crise financière. Et c'est elle qui va la déclencher. Si vous regardez exactement comment se déclenche la crise de 2007-2008, ce n'est pas un jour les boursiers s'aperçoivent qu'il n'y a plus assez de revenus par rapport à la valeur des actions, comme dans le jeudi noir de 1929, c'est que la crise alimentaire et la crise énergétique mondiale provoquent une situation où les travailleurs de plus en plus pauvres des États-Unis ne peuvent tout simplement plus payer leur loyer ou leur rembourser leur maison. Et quand ils ne peuvent plus rembourser leur maison, ils s'en vont. Les banques qui les avaient financées sur hypothèque récupèrent ces maisons, mais quand il y a 10 millions de maisons à revendre en même temps, évidemment, les banques ne trouvent pas de clients pour acheter ces maisons, et les banques font faillite. À travers le monde entier, la crise des subprimes se décline. Matérialise l'inviabilité d'un système mondial libéral productiviste. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait plus assez le prix de l'essence, le prix de l'énergie s'est envolé, le prix de l'alimentation ne s'est pas envolé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, bon, chacun a sa spécificité, c'est pas simplement une déduction de la crise du libéralisme. Chacun est vraiment une crise du productivisme et pas du libéralisme. Il faut toujours se dire que le productivisme peut exister sous forme planifiée ou sous forme libérale. Souvent, quand j'interroge les élèves des lycées français, évidemment, qui n'ont plus aucune idée de ce que c'est que l'Union soviétique, qu'il y a eu d'autres modèles que le modèle libéral. Je leur demande des pour vous, alors ils disent oui, l'écologie, c'est la crise écologique, c'est la faute du libéralisme. On dit très bien, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous les deux plus grands accidents écologiques du XXe siècle? Ils disent c'est la mer d'Aral et c'est Tchernobyl. Très bien, ils ont ça des choses. Et alors, ça c'était arrivé dans des pays libéraux. Ah ben je ne sais pas. Il paraît que ce n'était pas vraiment libéral, l'Union soviétique, sa ville est disparue, donc plus personne ne sait exactement pourquoi il y a eu des accidents comme Tchernobyl ou la mer d'Aral. Mais justement, parce que comme il n'y avait aucune règle de marché, les bureaucrates pouvaient dire allez, on fait du coton, on épuise une mer, et puis allez, on va voir un petit peu si ce réacteur nucléaire peut aller un peu plus vite qu'on avait dit dans les plans, et puis pour dépasser les plans, et puis on fait exploser. Alors, ça c'est un point très important. Il y a une certaine autonomie entre crise écologique et crise libéralisme, mais il se trouve qu'on est dans un modèle libéral productiviste. Donc la crise du libéral productivisme reflète aussi dans sa crise de l'énergie du climat d'une part et dans sa crise alimentaire d'autre part, le fait que ça s'est développé à partir de 1980, même si ça a commencé avant, dans un cadre libéral. Alors, la crise de l'énergie-climat, vous la connaissez, c'est celle qui est le plus dans les journaux, en tout cas en France. En gros, c'est une sorte de triangle des risques énergétiques. Dans un modèle productiviste, on cherche toujours à produire d'abord et vendre ensuite. Ou produire pour, en cas de l'Union soviétique, pour gagner des préventes, pour montrer qu'on est le meilleur planificateur, etc., etc. Donc, le but de la production n'est pas la satisfaction des besoins, on produit pour produire avec une rémunération pour ceux qui organisent cet excès de production. Rémunération qui peut être en argent ou en pouvoir. Bon. Évidemment, ça aboutit à épuiser rapidement, très rapidement, les sources d'énergie de l'humanité présentes sur la planète et telles qu'on sait les capter à une époque donnée. Or, à cette époque, disons de 1950 à aujourd'hui, on rentre dans un triangle des risques énergétiques, c'est-à-dire que les trois façons de produire de l'énergie, globalement, c'est la vieille énergie, celle d'avant, celle qu'on a depuis, même avant l'Homo sapiens, l'Homo erectus, je la connaissais, il y a 700 000 ans, on a conquis le feu en faisant brûler de la biomasse, qui a été la forme la plus naturelle de fixation de l'énergie solaire. On arrive, on fait pousser les plantes, on brûle les plantes et on a de la chaleur quand on en a besoin. Aujourd'hui, c'est énorme, hein, c'est là les biocarburants.
Deuxième source principale, et on avait à notre disposition depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, l'énergie fossile. L'énergie fossile, bon, c'est épuisable, ça provoque de l'effet de serre, on ne sait pas si le plus grave est qu'il n'y a plus assez de pétrole, ou si le plus grave est qu'il y en a encore trop, parce que si on le brûle entièrement, ça plus le gaz, plus le charbon, plus le gaz de schiste, voilà. Alors à ce moment-là, on va augmenter la température moyenne sur la planète de 4, 5, 6, 7 degrés. On va arriver dans des situations que la planète n'a jamais connues. Et puis, le troisième côté du triangle des risques énergétiques, c'est évidemment l'énergie nucléaire, c'est-à-dire ce qu'on croyait être la solution en 1950 et qui s'avère être une source de danger pratiquement ingérable, même pour le pays le plus organisé, le plus conscient des normes, le plus technologiquement avancé de la planète, c'est-à-dire le Japon. Quand on est arrivé en Russie, tout le monde a dit, en URSS, tout le monde a dit, la démocratie, c'est pas contrôler le nucléaire, on en était bien conscient. Quand c'est même le Japon qui n'arrive pas, ça veut dire que vous imaginez une bureaucratie, je crois, brésilienne, si elle peut arriver à maîtriser le nucléaire. D'ailleurs, tous les réacteurs brésiliens sont fissurés dans une situation épouvantable. Donc, on a ce triangle. Et on n'en est pas sorti. Chacun voit que pour en sortir, il faut faire des économies d'énergie et faire des renouvelables. Mais quand on pense aux renouvelables, on pense biomasse. Or là, on rentre en résonance avec l'autre crise écologique mondiale, qui est la crise alimentaire. Vous pouvez considérer que le monde cultivable, c'est cette feuille de papier. Et là, ce que les Anglais appellent le conflit FFF, Food, Field, Forest, Fuel. Food, c'est la nourriture pour les humains. Feed, c'est la nourriture pour le bétail. Fuel, c'est la nourriture pour les machines. Justement, c'est les biocarburants. Et forest, c'est ce qu'il faut garder sous forme de réserve de biodiversité, zones humides, etc. Ne serait-ce que pour assurer la stabilité de l'écosystème planétaire. Or, cette feuille, premièrement, elle se rétrécit. Elle se rétrécit à cause de l'urbanisation. Et l'urbanisation a toujours lieu sur les terres les plus favorables. C'est évident, puisque l'urbanisation se fait autour des villes ancestrales, celles qui quelquefois remontent à la plus haute antiquité, qui évidemment, nos ancêtres commençaient à s'installer là où c'était mieux. Donc si vous faites croître les villes qui sont installées là où la terre est plus favorable, évidemment c'est les meilleures terres de la planète qui disparaissent en terre. Dans le cas de la France, c'est une catastrophe absolue, puisque pratiquement ce qui avait fait la richesse du roi de France, la plaine de Beauce, disparaît à une vitesse hallucinante, alors que c'était les meilleures terres du vieux monde. Alors, premièrement, elle diminue en taille. Deuxièmement, elle devient de plus en plus instable. Justement, le changement climatique est en train de rendre instables les écosystèmes agricoles. Vous avez de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresse. Alors, tantôt c'est l'Ukraine, tantôt c'est les États-Unis, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Mais chaque année, pouf, même après la crise de 2008, le niveau des prix international sur le marché des céréales, par exemple, est resté à un très haut niveau. Pourtant, c'était plus la spéculation, c'était vraiment, effectivement, on n'arrive plus à nourrir la planète dans des conditions de réchauffement climatique et avoir une formidable adaptation agroalimentaire à ce changement climatique. Et alors, le conflit FFFF va se déchaîner sur cette page qui est rétrécie. Vous avez de plus en plus d'humains, vous avez de plus en plus besoin de food. J'insiste, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. Quand vous avez une population, même qui augmente de 4 ou 5% par an dans un pays, ce n'est pas la catastrophe mondiale. Ce n'est pas parce qu'il y a une explosion démographique non contrôlée. Alors c'est très grave pour les femmes, mais ce n'est pas grave pour l'écosystème. Les choses beaucoup plus graves sont que dans une partie de cette population consomme de plus en plus. Elle consomme de plus en plus de produits manufacturés d'énergie, ça on en a parlé, mais elle consomme de plus en plus d'espace agricole par le deuxième côté, qui est le côté du feed, la nourriture pour les animaux. Il faut toujours avoir en tête que pour produire la même quantité de protéines absorbables par l'être humain, il faut 10 fois plus d'espace
en moyenne, quand on passe par les animaux. Les protéines ne sont fixées que par certaines plantes, qu'on appelle les protéagineuses. Et si vous les donnez à nourrir aux animaux, les animaux produisent effectivement des protéines, et si vous mangez les animaux plutôt directement les protéines végétales, telles que les pois chiches, tout ce qui était la base de la nourriture en Tunisie, comme en France. Moi, je suis né dans un pays où on mangeait d'abord des haricots, avec un peu de lard pour leur donner du goût. La nourriture française est pleine de grande cuisine française. La grande cuisine française était un plat où les protéines centrales étaient végétales et la viande servait d'accompagnement. Maintenant, à partir de 1960, j'ai commencé à vivre dans un monde où la viande était le plat principal et les légumes étaient l'accompagnement. C'est des légumes qui étaient effectivement protéiques, qui apportaient des vitamines, certes. Et cette révolution multiplie par 10 la place qu'il faut. Donc quand la Chine passe d'un modèle, la Chine qui est en stagnation démographique maintenant, et quand elle passe d'un modèle centré sur les protéines végétales à un modèle de viande, elle fait exploser la demande de protéines végétales à l'échelle mondiale, et ça au détriment des autres pays du tiers-monde. Troisièmement, fuel, j'en ai parlé, si vous vous mettez à dire on va résoudre le problème de l'énergie en réutilisant la terre pour faire de l'énergie, vous allez faire une catastrophe, vous allez priver de terre agricole des paysans et surtout des consommateurs qui ont eu besoin de ces terres pour manger. Et puis, dernier point, c'est la forest. Alors, ça a toujours été dans l'histoire humaine la variable d'ajustement. On défriche pour faire de l'agriculture. C'est comme ça que commence la révolution néolithique. D'accord. On s'aperçoit que si on supprime tout, ce qui était la situation de la France en 1346, eh bien, on va se retrouver dans une situation d'instabilité totale. Ça peut le sida d'une certaine façon. Il y a destruction des processus immunitaires. Et si le virus de la peste arrive, il va anéantir tout le monde. C'est exactement ce qui s'est passé en 1346, 2 siècles plus tard, à ce qu'on appelle la grande fluctuation séculaire. Dans une situation où le défrichage était terminé, eh bien, n'importe quelle agression microbienne a provoqué l'effondrement de 2 tiers de la population européenne. Cela dans une situation de la première mondialisation, c'est-à-dire l'art de Pavlov, la peste est arrivée de Chine par la mer Noire, ensuite les commerçants turcs ou arabes l'ont diffusé jusqu'à Tunis, Caldout, tous ses parents sont morts de la peste, et à travers toute l'Europe. Donc, cette fragilisation par la destruction des appareils immunitaires que constitue la biodiversité et la forêt en général est un risque absolument colossal que l'humanité ne peut pas se payer. Alors, c'est face à l'ensemble, évidemment, si je ne vais pas vous expliquer ou y penser 5 minutes et vous retrouvez tout seul, comment chacune des 3 crises, libéralisme, crise alimentaire et crise de l'énergie, s'accélèrent l'une l'autre. Premièrement, elles se sont préparées l'une l'autre, et deuxièmement, une fois déclenchées d'un côté, elles s'accélèrent l'une l'autre. Et on a explosion du prix des aliments pour les pauvres, puis par le biais justement du mécanisme à la 1929, les pauvres n'ayant plus de quoi manger, utilisant de plus en plus de leur argent pour acheter à manger et acheter de quoi chauffer ou de quoi faire tourner leur machine, il n'y a plus d'argent pour acheter autre chose, etc. Alors ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la crise n'est pas seulement celle de 29, c'est pas seulement une crise keynésienne, c'est aussi ce qu'on appelle, ce que les historiens appellent crise d'Ancien Régime. Alors c'est très marrant parce que les crises d'Ancien Régime ont dicté, ont scandé l'histoire des révolutions en France. Toutes les révolutions françaises, mais même celles du XVIIIe siècle, en Hollande ou aux Pays-Bas, ont été déclenchées par ce qu'on appelle les crises d'Ancien Régime. Vous avez une mauvaise récolte, le prix des ouvriers, les salaires des ouvriers agricoles s'effondrent, en même temps le prix des aliments augmente, parce que la récolte est mauvaise, donc les ouvriers agricoles retournent dans les villes,
pas d'emploi, ou alors ils baissent le prix des salaires, le niveau des salaires des ouvriers des villes. Les ouvriers des villes se retrouvent face à des aliments plus chers, donc ils cessent d'acheter des chemises, ils cessent de pouvoir payer leur loyer, et donc toute l'activité non agricole s'effondre, etc. Alors ça, c'est un mécanisme que l'on connaît, et c'est ça qui déclenche la révolution urbaine. Toutes les révolutions démocratiques ont commencé par la crise de ce type. C'est assez intéressant et compris dans les temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Bon, la réponse de la Révolution française, ça a été la réforme agraire. Ça a été de donner la terre aux paysans. Évidemment, c'est plus ça le problème. Et c'est ce type de problème qu'il faut résoudre. Alors, on va en discuter dans les ateliers. Vous voyez que, très simplement, le diagnostic dicte un peu ce qu'il y a à faire. Crise de la mondialisation libérale. Alors, il y a une réponse qu'on ne peut plus faire, c'est l'Allemagne, ou un peu le modèle de l'accord de substitution. Hein. On dit on va fermer les frontières, on va reconstruire à l'intérieur tout ce qu'on achetait à l'extérieur. Ça, on sait très bien que c'est des sur la bureaucratie d'un côté, la bureaucratie de la production, mais d'autre part, le fait qu'à n'importe quel moment, vous avez une majorité pour en finir avec les barrières douanières, puisque les prix extérieurs sont moins chers que les prix intérieurs. Donc c'est très instable politiquement, c'est ce qui a provoqué la chute de la liberté. Deuxième solution, essayer de recommencer à réguler à une échelle mondiale, ou au moins continentale. Alors là, c'est toute l'histoire de l'Europe sociale, la guerre des peuples, etc., etc. Je milite pour ça. Je milite pour ça. C'est extrêmement difficile parce que la question du souverainisme et la question du libéralisme se mélangent. Plein de gens disent « Ah non, moi je ne veux pas que ce soit les Allemands, les Hollandais, etc. qui décident pour moi. » Si ce n'est pas les Allemands et les Hollandais qui décident avec toi, alors c'est le libéralisme. Le souverainisme est le nouveau nom du libéralisme en Europe. Eh bien, si on ne dit pas qu'en Europe, on décide collectivement de nos lois sociales, la position des souverainistes, on est pour le libéralisme. Ou alors on ferme les frontières. Ou la troisième solution, c'est de dire, bon, je vais le serrer, et là, ça a été dit, qualification, plus énorme investissement sectoriel, rechercher un upgrading, remonter dans les filières des exportations. Mais deuxièmement, ne jamais oublier que dans notre vie, 80% de ce que nous consommons a été produit dans un rayon de 20 km autour de chez soi. Tout le travail domestique, tout le BTP, tous les services, c'est pas mondialisé et ça ne le sera jamais. Jamais. On dit ouais, mais quand même les vieux riches vont passer leur retraite en Tunisie ou au Maroc. Oui, enfin très peu. Globalement, la guerre c'est la tunisienne et marocaine. Donc globalement, le gros du travail continue à être décidé à une situation locale. Comment éviter ça? Comment éviter que ces 80% ne soient déchirés par le libéralisme, l'économie sociale et solidaire, on a dit. C'est-à-dire un système d'association protégé par l'État, protégé par l'accord national, etc. On dit, les ceux qui n'ont rien à faire travaillent pour la communauté. Et on les paye à faire ça, et du coup ils deviennent consommateurs, y compris pour le privé, etc. Et évidemment, les deux volets de la crise écologique sont des cibles privilégiées pour l'économie sociale et solidaire. Non pas quand on pense la crise énergétique en disant on va acheter des plaques, des panneaux solaires en Chine et en faire ici. C'est vrai. Les panneaux solaires, c'est pas cher de les acheter en Chine. Ce qui est cher, c'est de les installer ici. Et effectivement, ça, installer en Tunisie, ça ne peut pas être délocalisé. Par définition. Donc oui, il y a d'énormes capacités d'emploi à le faire, y compris en achetant des cellules photoélectriques en dessous. Et après, on quiert exactement comme on fait les Turcs avec les chauffe-eau. Ça, oui. Et n'oubliez pas que d'abord, on résout la crise énergétique par des économies d'énergie. Et ça, c'est du local. C'est du local. La façon dont on construit, la façon dont on reconstruit, la façon dont on se loge, la façon de l'urbanisme, tout ça, c'est du local et c'est la source principale des économies. Enfin, pour la nourriture, c'est bien évident. C'est justement les points sur lesquels l'OMC s'est fracassé. Donc c'est là que vous êtes le moins gêné.
construire l'indépendance alimentaire, retrouver des modèles plus traditionnels, mais en sachant que ce sont vos modèles traditionnels. C'est votre grande cuisine. Et ça, j'ai compris en 2 mots, on ne sort pas d'un ancien modèle en crise sans recréer un imaginaire du plaisir, de la joie, de la solidarité et de la communauté qu'on va souvent puiser dans quelque chose d'ancien. Les Français, quand ils ont fait la révolution, ils ont planté les arbres de la liberté et ils ont en quelque sorte laïcisé des fêtes religieuses pour exprimer qu'ils allaient commencer à faire quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous souhaite. Merci, Alain. Maintenant, je vais donner la parole à notre ami Aminata. C'est à toi. Merci et je me réjouis de participer à cet exercice et vous en félicite. C'est extrêmement important. Pour quelqu'un comme moi qui vient de l'Afrique subsaharienne, vous savez, nous avons eu notre printemps arabe en mars 91 au Mali. Nous avons cru et nous